Nous sommes un master tourisme, c'est-à-dire que nous avons en France acquis la notion au niveau national de mention qui n'existait pas avant. Donc ça a été aussi une opportunité pour nous de nous dire, puisqu'avant on était un master management du tourisme perdu dans plusieurs mentions. Donc ça a été un élément fort qui nous a poussé à investir le mode compétence. Bien sûr, la politique de l'établissement qui était donc se lancer dans une nouvelle accréditation de diplôme, sachant qu'on avait relooké la maquette avant même d'entrer en mode compétence. À l'échelle de la Comio, bien sûr, on a le projet compétences dans lequel on a postulé. Et donc, à l'échelle du master tourisme, on trouvait que en fait, cette démarche compétence, alors je vous le dis naïvement, on ne savait pas du tout où on mettait les pieds, ça sonnait bien à nos oreilles, on s'est dit on y va. Et puis après, on s'est dit que on aurait peut-être dû réfléchir avant d'y aller, mais enfin, on est très content d'y être. Voilà. Donc, on est allé un peu par un optimisme et beaucoup d'inconscience. Et donc voilà, mais on trouvait que ça rentrait tout à fait en résonance avec ce qu'on voulait faire, ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que ça nous permettait de faire évaluer nos dispositifs, ça donnait de la visibilité et de la visibilité à notre parcours, tant à l'échelle locale, tant à l'échelle nationale, tant par rapport aux professionnels et surtout à l'échelle internationale, puisque on est sur un secteur qui est hyper concurrentiel, qui est particulièrement questionné en termes par rapport aux nouvelles technologies et qui est aussi bien sûr un secteur très international. Donc on s'est dit, ben voilà, les ingrédients sont réunis, il faut y aller. Donc on y est allé, on a candidaté en mai 2014, on est entré dans l'accompagnement de Jacques Tardif à la rentrée 2014-15 et on est entré en mode compétence à la rentrée 15-16. Donc, et on est toujours, bien sûr, pour moi, en expérimentation sur ce mode. Donc c'est cette trajectoire, en fait, globalement, que je vais essayer de vous expliquer rapidement. Alors d'abord, ce qui a été dit un petit peu précédemment, c'est-à-dire que le mode compétence, quand on est entré dans le mode compétence, on ne se rendait pas compte que c'était en fait une ouverture, un avancement dans lequel on ne pourrait plus retourner en arrière. Donc c'était en fait tout un état d'esprit, tout un positionnement qu'on remettait en cause. Alors que nous, naïvement, on pensait qu'un mode compétence était un référentiel de compétences. Mais c'est pas que ça en fait. Voilà. Donc c'est un changement radical, et ce changement radical, c'est parce que, en définitive, tout va être remis en question, tout va être modifié, tout va être recalibré, y compris à échanger de valeur en tant qu'enseignant-chercheur. Donc c'est ces trois points que je vais vous expliquer rapidement. Donc ça nous oblige bien sûr à formuler les compétences, donc à faire un référentiel, mais surtout à changer de paradigme, puisque bon, les enseignants changent leur rôle en fait, on a de nouvelles valeurs sur lesquelles il faut s'engager et travailler en équipe au niveau de l'échelle de l'équipe pédagogique, ce qui n'est pas toujours évident quand cette équipe elle est composée d'enseignants-chercheurs, de professionnels et d'une multitude de vacataires. Puis bien sûr ça nous oblige globalement à repenser la pédagogie. Alors, formuler les compétences, bon, je ne vous ai pas repris le référentiel parce que je voudrais aller parler au-delà du référentiel, mais en fait, globalement, le cheminement, vous l'avez là, c'est-à-dire qu'il a fallu d'abord, bien sûr, les nommer, mais ensuite y associer les composantes essentielles, les situations professionnelles adaptées, les apprentissages incontournables, énumérer les enseignements ressources. Autrement dit, la maquette n'entre qu'en fait que là, en ligne de compte, c'est raisonner différemment et surtout ne plus raisonner sur la maquette du diplôme, mais autour des compétences. Et ensuite, bien sûr, adapter, fixer les modalités d'évaluation à chaque compétence. Donc, on avait aussi une exigence qui nous a été transmise par tous les professionnels, c'est-à-dire que le tourisme, c'est un monde, c'est un secteur qui est en questionnement permanent, il n'y a pas d'acquis. C'est-à-dire une entreprise qui est excédentaire une année peut disparaître 2 ans après, voire plus vite. Donc il faut que ça soit dans l'ADN de la formation, de faire comprendre aux étudiants qu'ils doivent être en veille permanente, qu'ils doivent être en adaptation permanente et qu'ils doivent être à l'écoute à la fois des clients, entre guillemets, donc des touristes, mais aussi surtout à l'écoute sociétale. Maintenant, on ne peut pas travailler sur le tourisme si on ne fait pas de la géopolitique. Donc, que l'environnement était quand même très complexe à comprendre. Donc, c'était un positionnement
initiale, comprendre la complexité, qui nous a permis en fait de fixer toutes les compétences. Donc nous avons 5 génériques et une par parcours, puisque je vous expliquerai que parce que nous avons un master tourisme, parcours meeting and event industry, parcours destination management et parcours luxury hospitality. Et nous avons à court terme, très rapidement, décidé d'intituler une UE, donc l'UE qui fixe le parcours de master 2 par la compétence qui était associée pour l'instant. Et ce référentiel, donc vous l'avez sur internet, il est distribué aux étudiants depuis la rentrée dernière, et c'est le référent, c'est à la fois pour les enseignants bien sûr, mais surtout aussi pour nos étudiants. Alors s'agissant des enseignants et du positionnement par rapport aux étudiants, en tant qu'enseignant-chercheur, ça rejoint un petit peu la remarque qui a été faite précédemment, c'est-à-dire qu'on est un petit peu questionné parce que bon, voilà, il faut changer notre pédagogie, il faut axer sur la professionnalisation, mais qu'est-ce qu'on fait, ça prend du temps, bon, il faut se repositionner, travailler en équipe, donc de fait aussi devoir communiquer, partager, évaluer différemment. Donc c'est une certaine remise en cause par rapport à notre métier traditionnel, faire un cours, partir, puis faire un examen à la fin du cours. Donc ça c'est évidemment fini. Par rapport aux étudiants, c'est leur exiger d'eux, parce qu'on les met toujours en situation d'autonomie, mais exiger d'eux qu'ils construisent de la valeur, à la fois pour leur diplôme, mais aussi pour les entreprises dans lesquelles ils vont faire leur stage, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient responsables, qu'ils soient proactifs au sens créateur de valeur, de savoir et autres. Et puis bien sûr, je reviens toujours dessus, c'est un élément une vision commune au sein de l'équipe, c'est-à-dire bien sûr partager les syllabus de cours, mais au-delà, partager la modalité d'évaluation des UE, c'est-à-dire faire... alors on avait déjà ce qu'on appelle le crash test, qui est pendant une semaine, la dernière semaine de cours du Master 2, une série d'épreuves qui en fait mobilise toutes les connaissances et compétences maintenant que les étudiants sont censés avoir acquis. Mais ce crash test qu'on maintient bien entendu, mais à l'intérieur des UE et entre enseignants, en fait, on a mis en place une évaluation entre guillemets collective, c'est-à-dire il n'y a plus un cours, une évaluation. Il y a en fait une série de cours proches, voisins, et une seule évaluation. Et donc on partage, évidemment, on met en commun le sujet, voire on demande aux étudiants de faire un projet qui regroupe en définitive les composants, les cours, les contenus de différents cours. Donc là déjà aussi, et ça, rien que travailler de cette manière, ça nous remet bien en question dans la mesure où il faut travailler, il faut co-construire un projet en fait pour les étudiants. Alors là aussi, ça nous oblige à repenser notre pédagogie parce qu'il ne s'agit pas de se dire qu'est-ce que je vais transmettre à mes étudiants, parce que ça c'est... ou quel contenu en définitive je vais transmettre aux étudiants, mais qu'est-ce que j'attends de mes étudiants et que doivent-ils être capables de faire à l'issue de mon cours. Autrement dit, ça libère entre guillemets. Au début c'est contraignant parce que moi je construisais mon cours en matière de savoir ce que je voulais transmettre. Mais je ne me posais pas trop la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire déjà et qu'est-ce qu'ils vont être en mesure de faire. Et en fait, c'est là où l'innovation pédagogique nous a beaucoup aidé, parce qu'en définitive, le contenu, entre guillemets, on s'en débarrasse en matière de classe inversée, puisqu'on met le contenu sur Moodle, puisque c'est ce qu'on utilise nous, et que le cours, en définitive, on arrive là à déjà vérifier si les étudiants ont travaillé, ont préparé en amont leurs cours, mais surtout on arrive à les mobiliser et à les faire travailler en définitive. Bon, bien sûr, on vérifie qu'ils ont compris ce qu'il y avait en cours, mais voilà. On est déjà dans une pédagogie beaucoup plus proactive, où les étudiants sont au cœur du dispositif et non plus le prof qui va distiller son savoir. Donc ça, c'est, de notre point de vue, quelque chose qu'on a réussi assez rapidement à mettre en place.
Donc la pédagogie qui est adaptée, on fait un peu d'apprentissage par problème, bien sûr, des projets transversaux. Et puis nous, les étudiants ne sont pas apprentis, ils sont stagiaires longs. C'est-à-dire qu'en Master 1, ils peuvent faire entre 4 à 6 mois de stage, et en Master 2, ils ont 6 mois obligatoires de stage. Alors pourquoi ne sont-ils pas apprentis? Parce que les nôtres doivent, au moins sur 2 ans, faire un stage à l'international. Donc c'est incompatible avec le statut d'apprenti. Le point essentiel peut-être qui nous aide à basculer, qui permet à l'étudiant d'avoir des repères, parce qu'il faut quand même un repère pour l'étudiant, c'est le e-portfolio. Alors on a adopté ce e-portfolio comme étant en fait un collector, entre guillemets, structuré, analytique et raisonné de toutes les réalisations et de toutes les acquisitions des étudiants, que ça soit en cours bien sûr, en entreprise. On les recrute nous qu'en M1, donc c'est-à-dire qu'ils ont un background avant. Et donc ce background, il faut aussi qu'ils soient capables de capitaliser dessus et le valoriser. Alors là aussi, cette année, comme on est rentré assez abruptement dans le mode compétence, c'était sur la base du volontariat. Donc les étudiants qui voulaient, qui se sentaient capables, ont eu le choix d'adopter le e-portfolio. Les entrants M1 de la prochaine rentrée n'auront pas le choix. Ils devront le faire, parce qu'ils savent qu'ils auront à le faire. Alors là, bien sûr, très important, c'est le soutien de l'institution en définitive. Donc je pense à Rennes qui a souvent été mentionné, puis à Asma qui nous aide à le mettre en place, parce qu'on a estimé qu'il était très important de la mise en place et de la configuration du portfolio que ce ne soit pas des enseignants et donc des titulaires des cours qui accompagnent l'étudiant, mais que ce soit des personnes qui connaissent très bien notre fonctionnement, mais qui ne soient pas membres de l'équipe pédagogique. Donc, vous voulez un œil extérieur en fait, à cette... Et donc nous, on n'a pas du tout de vision sur leur e-portfolio. Les premiers vont être soutenus le 8 juillet, donc c'est bientôt. Donc là, c'est grand suspense. Alors les résultats, à court terme, hein, parce qu'on est dans work in progress, hein, donc les résultats, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, on a pareil, comme précédemment, en fait, il y a des avantages et des inconvénients à la démarche. Les contraintes d'expérience, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Une fois qu'on a décidé d'y aller, il faut y aller. Il ne faut pas trop négocier. Il faut y aller sur une équipe resserrée. Parce que sinon, on va perdre du temps. Il faut rapidement entrer. Le grand problème, c'est le problème de ressources. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Là aussi, la valorisation, il faut que ça repose sur une politique de l'établissement, parce que si on n'a pas l'aval, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. L'autre contrainte, c'est la refondation de la maquette, c'est-à-dire ce fameux apogée que vous connaissez probablement tous, mais qui est une contrainte, parce que quand on ne met pas de notes en face d'un cours, l'étudiant peut ne pas être admis à son diplôme, c'est embêtant. Donc là, il faut, on se débrouille, mais à terme, on aimerait bien que Apogée s'assouplisse. Moodle, alors là je fais une lettre au Père Noël, mais je pense que cela, du coup, ça sera peut-être plus souple que Apogée. Comment raisonner en termes de compétences avec un cheminement sur 2 ans si Moodle est compartimenté par année et si l'année précédente est effacée, entre guillemets, quand on passe à l'année suivante. Donc l'idée, c'est d'avoir la possibilité d'avoir nos compétences à l'intérieur, de pouvoir mettre nos cours, et que les étudiants qui sont en M1 puissent aussi, bien entendu, le garder en M2 et voir la progression, et nous aussi suivre la progression, et que nous, on puisse adapter la pédagogie, les exercices et autres, éventuellement pour ceux qui n'iraient pas trop vite, pas assez vite à l'acquisition, ou au contraire ceux qui iraient trop vite dans l'acquisition, voilà, du coup, pour les aider à compléter davantage leurs connaissances, et puis bien sûr renforcer leurs compétences. Donc cet élément de souplesse, pour l'instant sous modèle, on ne l'a pas. On ne l'a pas, et on espère qu'à terme, l'outil, alors peut-être, le précédent parlait d'un logiciel, bon, pourquoi pas, moi je sais pas, en tant que je fais une demande, voilà, alors maintenant, Moodle ou autre chose, ça serait intéressant qu'on puisse avoir un outil qui nous aide, qui fixe l'étudiant, mais aussi qui aide les enseignants à suivre davantage et mieux la progression. Voilà. L'autre contrainte est liée à la prise en compte des attentes des professionnels, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait en amont du référentiel, on a beaucoup discuté malgré tout avec les professionnels pour essayer de comprendre ce qu'ils voulaient, ce qu'ils attendaient, et leurs attentes, elles ne sont pas toujours très explicitement, très explicites, ou elles sont souvent
pas forcément convergentes, donc il faut savoir faire le tri et choisir. Là aussi, c'est un problème de choix. Mais un choix qui n'est pas irréversible, bien sûr, et qui est adaptable dans le temps. Les bénéfices, avec le peu de recul que nous avons, parce qu'on a à peine un an, en fait, mais c'est une démarche très structurante pour les enseignants. Parce que tous les enseignants, y compris les vacataires, ont joué le jeu de la démarche. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment très, très gratifiant. Une nouvelle pédagogie, je voulais montrer. Des étudiants qui ont joué le jeu, qui ont vraiment joué le jeu, enfin pour beaucoup d'entre eux. Je pensais au début qu'on n'en aurait que 4-5 qui joueraient sur les portfolios. Cette année, il y en a quand même beaucoup plus. Donc c'est quelque chose ils ont compris, ils se sont appropriés l'outil. Alors on ne sait pas trop ce que ça va donner au final, mais je pense qu'il y a d'après les quelques échos que j'ai, c'est du beau travail. La valorisation du mode projet, ça c'est une évidence. Si on veut travailler la transversalité, il faut leur faire des projets. Sinon, il n'y a pas de contenu, ou ils ne comprennent pas, ils ne sortiront pas de la segmentation des savoirs. Et puis alors, ce qui est aussi intéressant, et c'est le mode compétence qui nous l'a fait faire, c'est qu'ils ont compris, et nous on a compris aussi, qu'on peut apprendre en tout lieu, y compris lorsqu'on n'est pas dans une salle de classe. Donc on a fait des voyages, on les emmène voir des professionnels, on les emmène visiter des lieux, des sites. Et en fait avant, on le faisait ça, ok, mais on ne capitalisait pas dessus en définitive. Maintenant, ça on le voit apparaître dans le e-portfolio, on le voit apparaître dans un compte rendu, parce qu'ils n'ont pas fait que de la visite passive, mais ils ont posé des questions, ils ont eu des observations, ils ont fait des choses. Donc de fait, le mur, entre guillemets, est aussi pédagogiquement fort qu'une salle de classe fermée. Et ça, je crois que c'est aussi un grand bénéfice. En plus, beaucoup de nos étudiants partent à l'international faire au moins un stage. Donc ils ont en plus une valeur qui n'est pas dans la maquette, mais qui est leur vie, leur expérience, leur vécu dans un autre pays, souvent avec une autre langue, donc des rencontres. Et ça, ils peuvent alimenter leur e-portfolio de manière plus sur l'expérience, on va dire, et sur le vécu. Alors, ce qui reste à mettre en place, beaucoup de choses, parce que je vous l'ai dit, c'est un work in progress, mais nous, ça c'est notre ressenti personnel, en fait, par rapport au bout d'un an de pratique, c'est qu'on va se mettre en place un espèce d'outil, alors je ne sais pas sous quelle forme, il faut qu'on l'invente, d'un journal de bord de l'équipe pédagogique pour essayer de voir, déjà repérer ce qui va pas, qui joue le jeu, qui ne joue pas le jeu, mais pour communiquer, pour partager certaines bonnes pratiques, certaines idées, ou des choses comme ça. Donc systématiser en fait les partages entre les membres de l'équipe pédagogique. Renforcer le rôle des projets intégrateurs. Alors cette année, à la rentrée, on va proposer aux étudiants 3-4 réalisations qui sera ouvert non pas que aux promos de M1 ou de M2, mais aux promos M1 et M2, parce que la transversalité, il faut aussi qu'elle soit aussi de l'interpromo, en fait. Donc on a beaucoup d'étudiants qui entrent en M1, qui savent déjà quel M2 ils vont faire. Donc par exemple, organiser un programme ou un colloque ou un séminaire pour une association, eh bien, on va y associer les M1 futurs spécialistes de la meeting and event. Donc voilà, on veut aussi faire que ça soit pour toutes les années. Et alors surtout, nous, ce qu'on veut développer, c'est l'évaluation. Donc mettre une sorte pour chaque individu une grille de scoring qui va reposer sur l'évaluation entre guillemets des enseignants, mais aussi surtout des entreprises, parce que c'est aussi une partie prenante de la formation, même s'il n'y a pas d'apprenti. Et puis bien sûr d'une auto-évaluation de la part de l'étudiant pour le mettre quand même face à ses responsabilités en matière d'acquisition. Donc auto-évaluation. Et puis bien sûr, c'est pour ça qu'on participe à tout ce qu'on peut. Parce que le partage des bonnes pratiques avec d'autres équipes pédagogiques, c'est toujours très très intéressant. Ça conforte ou ça peut nous donner des réponses à nos questions. Voilà, merci pour votre attention. En fait, j'ai deux questions, mais qui portent toutes les deux sur le portfolio. Je suis pas sûre d'avoir bien compris si c'est des personnes extérieures qui accompagnent la mise en place du portfolio pour les étudiants. Est-ce que ça signifie que du coup ils n'ont pas de retour de l'équipe pédagogique pendant l'année? Et la deuxième question,
c'était de savoir si Moodle ne permet pas le suivi d'une année à l'autre, est-ce que le portfolio ne permet pas ce suivi d'une année à l'autre? Si, bien sûr. Alors, je reviens pour la proposition. Donc, disons que le formatage final et global du e-portfolio, on le laisse à Asma et à Rennes en coaching, entre guillemets. Par contre, toutes les questions sur le contenu ou des choses comme ça, bien sûr, c'est l'enseignant, mais à la demande de l'étudiant. Nous, on n'est pas intrusif sur le e-portfolio. Ça, c'est la position qu'on s'est donnée, mais je ne sais pas si elle est bonne. Mais on ne voulait pas, puisqu'on veut des étudiants responsables et autonomes, on s'était dit que la marge d'autonomie et de responsabilité, c'était cet outil-là, le e-portfolio. Donc nous, on n'est pas intrusif pendant, mais s'ils ont une demande, d'ailleurs, de toute façon, ils le font, quand ils ont une demande, ils ouvrent la page du e-portfolio, alors souvent sur un créneau très très court qui ne nous laisse pas toujours le temps surtout quand on n'est pas là. Mais bon, ils nous ouvrent, on regarde, on remarque, mais j'écris pas, moi personnellement, j'écris pas dans leur e-portfolio, je leur envoie un mail à côté. Parce que je suis pas sûre que les commentaires soient nécessairement, c'est pas valorisant forcément pour eux que d'avoir un commentaire dans leur e-portfolio, qui est quand même une trace à relativement long terme. Donc voilà, mais c'est à la demande de l'étudiant. Nous, on n'est pas du tout intrusif sur cet outil-là. Oui. Moi j'ai une question beaucoup plus générale. C'est quel est le positionnement de votre projet des autres projets par rapport aux différents outils? Il y a eu la description d'un référentiel. Est-ce que ce référentiel est intégré dans le système d'information ou est-ce que c'est un document à part? Peut-être parler de Moodle avec les fonctionnalités que l'on connaît, d'outils de e-portfolio qui sont en train de se mettre en place et de l'interconnexion entre ces différents outils. Vous avez parlé aussi d'Apogée. Donc, ce que je voulais savoir, c'est sur les différentes équipes qui ont initié des projets compétences, quelles ont été les propositions qu'elles ont pu faire au niveau des directions informatiques pour faire évoluer les outils de manière à repenser leur utilisation dans cette approche-là. Ça, c'est pas de mon ressort en tant que responsable de formation, mais disons que nous, on a une forte demande. Et moi, cette demande, je la fais régulièrement à l'institution, à l'université. Mais pour Apogée, par exemple. Alors, pour la réponse d'Apogée, on a réussi, puisque j'ai dit au début qu'on avait changé, on avait restructuré la maquette avant d'entrer en mode compétence. On aurait été en phase, je pense que les choses auraient été beaucoup plus simples. Hein, mais bon, et donc on a fait que l'UE qui porte le nom du parcours soit, donc dans Apogée, soit l'UE compétence. Donc on a changé à la marge. Mais n'empêche qu'Apogée, c'est Apogée, c'est-à-dire que c'est quand même une maquette, une structure de cours. En face de chaque cours, il y a des ECTS et il y a des notes. Donc ça, on ne peut pas s'en affranchir non plus complètement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Apogée est en train de dire, là actuellement, c'est en train d'être rédigé le cahier des charges de l'application qui va changer Apogée. Donc si vous voulez que l'approche compétence soit plus en compte... C'est une bonne nouvelle, merci. Le cadre de cohérence a été rédigé, c'est-à-dire que là, l'AMU est en train de lancer les études pour rédiger la prochaine application qui va remplacer Apogée. Donc ce n'est pas Apogée qu'il faut changer, c'est la prochaine application qui arrive demain, qui doit être configurée, et elle ne sera configurée en fonction de ce qui remontera des établissements à travers les responsables qui sont à l'AMU, en particulier les VP CSVU ou les VP numériques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes peut-être responsable de formation, mais vous êtes le relais qui, au niveau des politiques, vont faire évoluer les développements sur les applications informatiques pour prendre en compte vos besoins. Le besoin, c'est vous qui formulez le besoin, c'est pas l'outil qui vous impose ce qu'il doit faire. Donc, je pense que là, il y a une carte à jouer sur Apogée. Tout à fait. J'ai entendu. Je vais à mon niveau, mais bon, je vais transmettre. Non, c'est vrai que c'est un vrai... on pourrait reconfigurer. Alors je sais bien que aussi nous à l'université, il y a aussi quand on veut reconfigurer la maquette, il faut passer devant le CFDU. Mais si en plus on pouvait rajouter, adapter ça à Apogée, ce serait génial. Merci Nathalie.